Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jean Delonzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larsen Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Chauclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle foot. Et je m'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Ah, il y a un petit écho, on va le couper tout de suite, ça sera plus simple. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Oui, nous sommes présents, un petit peu en retard, hein. Désolé pour ce petit retard. Bon, voilà, on va dire, c'est à cause de Lorelai ce soir, qui arrête pas de crier. On pouvait pas s'entendre. Comme d'habitude. On pouvait pas s'entendre dans l'émission. On était obligé de couper tout le monde. J'étais obligé de la prendre à part. C'était assez complexe ce soir. Voilà. Ça, c'était la petite vanne pour notre ami John qui doit déjà nous écouter et déjà commencer à vanner parce que bon, faut savoir, c'est plus vraiment le chouchou maintenant. Le chouchou maintenant, c'est Lorelai, voilà. Faut le savoir. Ouais, voilà. On a repris. Non, je reprends mes droits. non, mais voilà. Ça sera je reprends mes droits quand même. Et à un moment donné, je reprends un petit peu, rendons à César ce qui lui appartient. Voilà. Rendez-moi ma couronne. C'est moi. Tout à fait. Mais en tout cas, ce soir, il n'y a pas que Lorelai. Non, il y a Florent, il y a Thomas, et il y a Julien, et il y a Jean-Michel Badian. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à la Fayotte. Ouais, la Fayotte qui est là, qui est présente, Mais ce soir, il y en a toujours une qui est devant. Ouais, voilà. T'es obligé toujours de mettre quelqu'un devant. Mais en tout cas, ce soir, il y a quelqu'un de plus important quand même dans l'émission. Il y a un invité de marque quand même qui a été formé à Montpellier, l'Evente, qui est passé à l'Evente, Malaga, le Red Star, le FC Istres Caen et le Stade Rennais maintenant. Il travaille à Be In Sport. Monsieur Brahim Thiam. Bonsoir, Brahim. Bonsoir l'équipe. Bah, merci beaucoup d'être dans l'émission de RTS Radio de Quand on aime le foot, on parle foot. C'est un honneur de te recevoir ce soir. Ah bah c'est gentil, c'est moi. Ça me fait plaisir d'être là. C'est vrai que j'étais un peu harcelé par Lorelai, mais c'est un grand plaisir que je suis avec vous ce soir. Ah, elle a dû t'envoyer. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Alors vraiment. Ça, on saura ça plus tard. La connexion depuis le Nord, depuis Dijon jusqu'à Reims et Paris, elle a été vraiment très forte. Mais elle est forte. Ah, elle est balèze. Mais on en saura peut-être un peu plus tout à l'heure dans l'interview décalée, parce que l'interview décalée, je pense que là, il y aura des dossiers qui vont sortir. Il y a eu des menaces, des lettres qui sont arrivées. On me menace. Ouais. Je tiens à le dire à tous nos auditeurs, si jamais il se passe quoi que ce soit dans cette émission, si je meurs, si on me retrouve au fond d'un port, ça sera la faute de Brahim Thiam. Il me menace depuis plus d'1 heure. Voilà. Donc, il faut savoir, parce que l'interview décalée qui va arriver, après les 2 débats, je tiens à vous le dire quand même, ça va être énorme. Restez avec nous, parce que là, il va y avoir du dossier qui va tomber, ça, je vous le dis, c'est sûr. Allez, le sommaire de l'émission, premier débat, choix de l'invité, Brahim choisira entre 2 débats. Deuxième débat, le choix des chroniqueurs. L'interview décalée, tant attendue de Lorelai, bien sûr. Et les pronostics pour finir l'émission. N'oubliez pas, notre tweet live sera dirigé par notre ami Julien. Qui tweetera les plus grandes phrases de l'émission, qui nous retransmettra aussi tout ce que vous avez envie de dire tout simplement sur les débats, vos avis bien sûr. Donc vos avis nous intéressent, n'hésitez pas à nous tweeter, on parle foot tout simplement. Allez, notre sponsor de RTS Radio, Life in Sport, football.com, tout le monde s'en fout, et jeunefooteux.com. Merci à eux encore. Et ce soir, comme tous les mardis soirs maintenant, il y a le petit jingle de l'émission, et le jingle de l'émission, j'ai rien trouvé sur la Ligue 1, j'ai vrai que j'ai ramé un peu, mais j'ai trouvé quelque chose sur notre invité de ce soir. Donc on va le balancer tout de suite et on va attendre la réaction de notre invité. C'est le maître qui a dévié ce ballon pour Brahim Thiam, justement au 2e poteau. C'est Zarabi
Ouais, il driblait. Oh, la petite virgule. Ah, il s'est pris pour Ronaldinho. La dernière fois, c'était pour Beckenbauer. Ouais, c'est le protégé du pouce, c'est ça, Thiam. Et Franck Dumas et Hilar, mort de rire. Voilà, alors Brahim, tu t'es pris pour Ronaldinho sur ce geste. Non mais c'est vrai que t'as essayé, en tout cas t'as failli quand même y arriver. Tu serais arrivé, t'aurais eu le grand respect quand même de ton entraîneur en tout cas. Ouais, mais bon, c'est dingue parce qu'après 14 ans de carrière, c'est la première vidéo qui sort de moi. Alors j'en ai cherché, j'en ai trouvé des trucs sur Bein Sport, mais c'est vrai que c'était la plus drôle. Celle de la bagarre générale contre Nîmes, hein, c'est super. La carrière, elle se résume à 2 vidéos. Non, mais il faut que je vous explique quand même, parce qu'il y a une explication à tout dans la vie, même aux images les plus délirantes. Alors, c'est que c'était un match. C'était le 2 ou 3e match du début de saison. On était au mois d'août, il faisait très chaud, on gagnait 4-0. Et il restait quelques minutes de jeu. Et pour pas perdre le ballon, et comme on était sur la fin de match, j'ai dit autant tenter quelque chose d'original. Sachant que j'avais le stade à Kiamakos, il y avait tous mes amis dans le stade. J'ai dit, je vais tenter une Ronaldinho. Et puis, au pire, si ça passe pas, je pousse comme au hockey sur glace. Et puis, ça passera comme une lettre dans la poste, à sa poste. Et ça a été le cas. Et tout le monde était mort de rire. Et Franck le premier. Voilà. Alors, une question tout de suite. Est-ce que Jean-Michel Bagnan aurait pu le faire, ce geste? Non, Jean-Michel a essayé. D'ailleurs, il a eu des problèmes au genou. Jean-Michel aurait tenté un petit pointu droit et un débordement à la Roberto Carlos. Voilà, ça commence déjà à vaner parce qu'il commençait, je vous le dis, vous qui écoutez l'émission, en off, ça vannait déjà entre Brahim et Jean-Michel Bagnan. Alors je vous dis, ce soir, ça va. Jean-Michel et moi, on avait quand même des similitudes dans le jeu. Hein. Je sais pas, Jean-Michel, si tu corrobores mes propos, mais on avait un peu physiquement déjà, on se ressemblait un petit peu. On avait, à part qu'il était gaucher, toi, Jean-Michel, il me semble. Non, droitier. Ah, droitier. Ah, bah, tu joues beaucoup avec le pied gauche, alors. Maintenant, je joue plus du tout. Ah, ça, c'est un autre souci. Jean-Michel, est-ce que tu as envie de répondre tout de suite à Brahim, avant de commencer les débats? Non, pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et je prends la carrière aussi, hein. D'accord, ok. Bah, écoute, Jean-Michel, on verra dans les débats, tu pourras te venger si t'as envie de te venger, faire une Ronaldinho, parce que je te dis tout de suite, Brahim, attention, Jean-Michel, sur les débats, il est très très pointu. Allez, c'est parti. Brahim, tu dois choisir entre 2 débats. Là, le premier débat, la valse des entraîneurs commence. Quels sont vos espoirs? On parlera de tout ce qui est Ligue 1 et en Europe, ou plutôt le PSG, saison ratée malgré le titre. Qui est le titre qui va bientôt arriver, hein, ça c'est sous-entendu, mais ça devrait être quasiment bon. Quel est ton choix? Ah, moi, je suis un Parisien en puissance. Tous les thèmes qui tournent autour du PSG, ça m'intéresse, ça me tient à cœur. Donc, le thème sur le PSG. Ok, d'accord, c'est parti. Moi, je l'avais dit. J'aurais dû parier un petit billet. Non, mais c'est vrai, elle avait raison, on l'avait dit en off, et elle avait raison, elle avait dit que c'était le PSG. C'est vrai, c'est un supporter du Paris Saint-Germain, Brahim. Allez, c'est parti pour ce premier débat. Il a que des défauts, cet enfant. Ouais, non, c'est pas gagné d'avance, je vous le dis, hein. Allez, c'est parti. Non, c'est pas vrai. Allez. C'est parti. Est-ce que cette saison pourrait être ratée? Alors, on sait qu'ils ont perdu contre Evian en Coupe de France, quand même, assez étonnant. Première question pour toi, Brahim, est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux, quand même, du Paris Saint-Germain, qui, la version Qatar, on pouvait s'attendre à quand même quelque chose de meilleur en Ligue 1? Oui, inévitablement. On pouvait s'attendre à mieux, et je pense que les joueurs qui ont suivi le match, notamment dans la presse, y compris des propres dirigeants du PSG, ils ont un petit peu fustigé la contre-performance et le comportement. Donc c'est clair qu'il y avait quand même de l'ambition, de l'espoir de pouvoir continuer dans cette compétition-là. Et ça a été une grosse déception, surtout au niveau de l'état d'esprit, un petit peu des ingrédients qu'ont mis les Parisiens dans ce match-là. Ok. Vous, chers chroniqueurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quand même que on pouvait quand même s'attendre à mieux, ou il y avait, c'était obligé que ça se fasse comme ça, quoi? Non, mais faut déjà remettre les choses dans leur contexte. Le PSG, c'est pour moi, c'est pas encore ce qu'on peut appeler un grand club, hein. C'est pas l'équivalent d'un Bayern, d'un Manchester, d'un Real, etc. C'est un club, c'est tout frais. Mais je pense surtout qu'il y a un problème je vais pas dire de comportement de certains joueurs, mais ils ont un peu choisi leur match. On voit qu'il y a des différences quand ils affrontent des grosses équipes, même le match face à Nice ils ont pas trop mal joué, mais face à Evian, je veux dire, ils prennent les équipes de haut. C'est pour ça que pour moi c'est pas encore un grand club, hein.
Donc Ouais, c'est assez raté. Ouais, la saison est ratée, mais c'est plus dans la tête. Hein. Donc ok, dans la tête, tu penses que on aurait pu faire, il aurait pu faire mieux. Oui, ils auraient peut-être pu tout rappeler. Ils auraient dû faire mieux, notamment à Evian. Je veux dire, même de toute façon, quand on regarde les matchs face aux soi-disant, enfin, petites équipes, sans vouloir être méchant, hein, mais quand on regarde les matchs face aux petites équipes, je veux dire, il y a eu de la suffisance. C'est aberrant quand même. Hein. Voilà, c'est tout. Tu trouves ça pas, enfin bon, ok, d'accord, très bien. Jean-Michel, qu'est-ce que toi t'en penses, que t'aurais pu attendre mieux du Paris Saint-Germain, quand même, qui était plus, qui manquait de percussion, donc justement, comme le dit Flo, sur ces petites équipes. Bon, on espère toujours beaucoup lorsqu'on voit le PSG, lorsqu'on voit l'effectif du PSG, lorsqu'on voit les ambitions affichées, en tout cas en début de saison. Après, moi, je partagerais quand même la saison en deux, dans la mesure où quand même l'objectif prioritaire était la conquête du titre de champion de France. Parce qu'il faut pas oublier que le PSG ne l'a pas eu depuis 94. Donc ça, c'est acquis. Je me gosse. Continue. Vas-y. Voilà, donc ça, c'est acquis. Ensuite, il y avait la Ligue des Champions, on les attendait. Et je dois dire que j'ai été, depuis le match retour de Porto, plutôt agréablement surpris. Après, c'est sûr qu'il y a eu un problème d'investissement sur les deux coupes. Parce que même s'ils perdent à chaque fois au tir au but en quart de finale, c'est sûr qu'il y a eu des manques. Mais je partagerai quand même la saison en deux et pour moi, c'est quand même une saison en tout cas pas totalement ratée dans la mesure où il y a le titre de champion de France qui revient. Ok, d'accord. Okay. Ouais, moi je reviendrai sur les propos de Jean-Michel et il a raison sur ça et Dieu sait que je suis à la base anti-PSG, je n'irai pas jusqu'à rater parce qu'on parle quand même des tenants bientôt du titre. Et ça sera un petit peu présomptueux de dire que le PSG a fait une saison ratée quand on arrive à avoir ce titre de champion de France à la fin. Donc voilà, après il passe à côté, comme ça a été dit un tout petit peu plus tôt, il passe à côté de la Champions League entre guillemets parce que là encore Jean-Michel l'a dit, ils ont fait quand même une série de matchs, ils vont pas en rougir quoi, surtout pour la première année, on en parlait la semaine dernière, non il y a 2 semaines. Vis-à-vis de leur retour en Champions League et il est plutôt pas mal après 1 an et demi de on va dire d'hégémonie qatarienne mais sinon non ouais je pense que là encore ils passent à côté des 2 coupes, surtout de la Coupe de France qui ont été voilà, ils ont eu le titre par 2 fois en ces 6 dernières années, ils ont été finalistes à chaque fois, presque à chaque fois en 2008 et en 2011. C'est une coupe, ils auraient en cette saison-là, après une 2e année de Qatari au sein du PSG, ils auraient dû l'avoir et le fait de perdre et la Coupe de France, d'être éliminé et aussi la Coupe de la Ligue, qui bon pour moi est moins importante. On se souvient encore des propos de ce cher Leonardo qui claironnait que le PSG n'était pas fait pour le championnat de France mais pour l'Europe. On voit où ça en est, il faudrait déjà peut-être commencer à gagner une coupe qui est somme toute la plus importante chez nous, c'est la Coupe de France, avant de vouloir claironner qu'on est fait pour l'Europe et pas pour la France, parce que quand on voit qu'il y a dans d'autres championnats, il y a des équipes qui sont d'ores et déjà championnes voilà de leur championnat, le PSG il nous reste plus beaucoup de journées et ils le sont toujours pas, même si bien sûr que maintenant voilà, à part revirement de situation, et je vois pas comment. Bien sûr qu'ils le seront. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi une année où ils auraient dû pas tout gagner, mais en tout cas rafler pas mal de choses. Et au total, ils se retrouvent avec ce simple entre guillemets qui est déjà pas mal, titre de championnat. Et donc c'est pour moi une saison demi-teinte parce que tout le monde attendait énormément d'eux, surtout après n'avoir pas gagné le titre l'année dernière. Et puis je pense que eux aussi à l'intérieur au sein même du PSG attendaient beaucoup de leurs joueurs. Et dans ces cas-là, je reviendrai sur les propos de Flo. Je crois qu'il disait qu'il y a une certaine suffisance des joueurs au sein même de l'équipe vis-à-vis des petites équipes qui en profitent elles-mêmes pour dans ces cas-là leur en mettre plein la gueule. Et donc je pense que c'est là où le bas blesse. Et entre autres
c'est l'attitude qui existe depuis des années au PSG, mais qui aurait dû changer avec l'arrivée des Qataris et de certains joueurs et qui n'a pas changé. Ok, d'accord. Déjà, le temps de parole de Lorelai est terminé. Vas-y, Thomas. Pour toute l'émission. Moi, je me trouve super sévère, en fait, avec le PSG. Enfin, moi, je suis pas du tout fan du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que cette équipe m'a beaucoup séduite cette saison. On l'a dit, enfin, en championnat, oui, le titre est pas encore acquis officiellement, mais bon, et c'est tout comme. Ils ont fait un très bon parcours en Ligue des Champions pour leur retour. On les attendait pas plus que ça, clairement. On a mis beaucoup de pression sur un groupe qui n'existait quasiment pas il y a un an, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées dans chaque ligne et des joueurs majeurs, des joueurs essentiels. Donc, clairement, le but était de se requalifier pour la Ligue des Champions et d'avoir le titre, objectif atteint. De passer les poules en Ligue des Champions, c'est fait, objectif atteint. D'avoir le titre, objectif atteint. Les coupes, oui d'accord, c'est dommage, mais bon, c'est assez anecdotique. Non, mais dans d'autres pays, je suis désolé, mais t'as quand même des équipes comme Manchester City qui ont construit un coup de million, comme le PSG, ou Malaga en Espagne, Manchester City n'a absolument rien gagné les 3-4 premières années. Chelsea a eu beaucoup de mal à son époque aussi, Malaga n'a toujours rien gagné non plus. Donc on est comme regarde l'équipe qui est en Angleterre et les équipes qui est en France. C'est pas le même niveau non plus en championnat, quoi. C'était là aussi où j'allais en venir, c'est que rappelez-vous les hégémonies. Donc il y a eu de Monaco au début des années 2000 et de Lyon pendant quasiment toutes les années 2000. Toutes les équipes effectivement attendaient ces matchs-là pour leur rentrer dedans, pour taper le leader, pour taper la grosse équipe. Ils faisaient le match de l'année les gars contre eux. Alors, donc c'est pas étonnant de voir ça, moi je suis pas étonné personnellement. Non mais c'est un manque non mais attends, je veux bien que ce soit pas étonné, mais je te dis, mais comme je le disais tout à l'heure, le PSG pour moi c'est une saison évidemment le titre en championnat c'était même une obligation. Franchement, ça aurait été encore pire que l'an passé parce que si jamais ils avaient pas gagné le titre. Maintenant, je veux dire, la Ligue des Champions, effectivement, ils faisaient plus partie c'était des outsiders. C'est différent. Le statut de non favori leur convient assez bien. C'était fait pour eux cette année. Maintenant, je veux dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour les gros matchs, etc., les joueurs étaient effectivement motivés. Il y avait un investissement vraiment à fond. Là, on voyait une équipe vraiment séduisante. Mais pour les matchs face aux équipes où ils étaient favoris, où ils devaient gagner logiquement et tout, franchement, ça a été plus que moyen. C'était vraiment passable. C'était vraiment. C'est quelque chose qui se développe avec le temps aussi. Moi, je rejoins un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Faut quand même pas oublier que c'est dans la tête, ok. Il faut pas oublier effectivement que c'est une équipe toute jeune. Il y a eu énormément de changements au PSG cette année. Je pense que ça s'acquiert aussi ces choses-là avec justement l'expérience. Et quand les joueurs auront l'expérience, pas l'expérience des joueurs, mais je veux dire plutôt l'expérience de groupe. Voilà, effectivement, l'expérience de jouer ensemble, etc., et de vivre des choses ensemble. C'est des joueurs qui ensemble n'ont rien vécu avant cette année, et je pense qu'ils ont besoin de vivre des choses ensemble pour, au fur et à mesure, avoir cet état d'esprit. Pour moi, ils pouvaient pas avoir cet état d'esprit conquérant et puis cet état d'esprit d'être sur tous les matchs à fond dès la première saison. Ils ont besoin d'automatisme ensemble, etc. Et je pense que ça se fait pas en une saison. Non, mais attends Flo. Je vais juste revenir sur Brahim. Qu'est-ce que tu penses? Là, on généralise. Est-ce que tu penses que beaucoup de personnes sont impatientes avec le PSG qui va juste peut-être gagner que le titre de Ligue 1, qui va gagner que le titre de Ligue 1. Donc, est-ce que les Français sont impatients avec le PSG? Pour toi? Déjà, en premier lieu, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que le PSG a réussi à fédérer les Français en règle générale, chose qui était pas évident à la base par rapport au projet initial. Après, il faut quand même. Je suis moins convaincu. Il faut essayer. Bon, vu les audiences qu'ils ont fait Canal+ avec le PSG, je peux vous dire que les Français ont regardé. Mais après, je pense qu'il faut quand même essayer de prendre un peu de recul par rapport au projet mis en place par les Qatariens et le résultat à court terme, c'est-à-dire qu'ils vont être champions de France. Ils étaient aux portes de la demi-finale de la Ligue des Champions et je pense qu'ils ont mérité le respect un petit peu des grands d'Europe. Et ça, je pense que tout le monde a été unanime par rapport notamment entre le match de Porto et le match aller-retour de Barcelone. Et que malheureusement, le match de coupe, qui était dans un contexte particulier sur le plan psychologique, était difficile pour eux. Maintenant, pour avoir joué des matchs de Coupe de France contre des équipes hiérarchiquement inférieures,
même sans coupe d'Europe, sans Champions League, je peux dire que c'est un contexte particulier. Il faut, comme on dit, mettre le bleu de chauffe et par moment oublier un petit peu les statuts des uns et des autres. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, le PSG qui aurait été en finale de la Coupe de France et deuxième du championnat, je suis pas sûr que ça les aurait satisfaits. Donc sur le projet qui a démarré il y a 2 ans, je pense que d'avoir réuni le fait d'être champion de France si rapidement, avec autant de joueurs différents sur le plan de la personnalité, parce que l'amalgame, là où la saison du PSG elle est très réussie, c'est qu'ils vont être champions de France avec des très grands joueurs, avec des personnalités différentes. Et quand on sait la complexité d'amasser autant de joueurs avec des caractères et des égos si différents, et d'en faire une équipe champion de France en si peu de temps, je pense que dans un premier temps, il faut quand même saluer la performance du PSG, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quand même quelque chose d'important. Dans une équipe, on peut pas tous être copains comme on dit, mais je pense que quand on est professionnel, on arrive à mettre un petit peu ces petits problèmes de côté, être des grands professionnels. Et je pense que le PSG, sur ce plan-là, a réussi sa saison et que les choses vont augmenter, se développer au fur et à mesure des années qui vont passer. Mais voilà, moi, mon avis, il est vraiment ferme, c'est que le PSG va être champion de France, a fait une très belle campagne de Ligue des Champions, et que oui, la deuxième saison est très réussie du PSG, sans aucun doute. Ok, Thomas, tu voulais réagir sur un truc, oui, et après on va sur enchaîner les propos de Brahim, effectivement, parce que je suis en accord avec lui quand il dit que le PSG a réussi à fédérer des joueurs, à fédérer des joueurs expérimentés. Et ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est que la plupart des joueurs qui sont arrivés, qui maintenant sont des cadres au PSG, n'avaient jamais joué en France. Donc c'est des joueurs qui viennent pour la plupart d'Italie, c'est des schémas de jeu, des tactiques de jeu complètement différentes. Donc ils ont dû apprendre aussi à jouer en France, ce qui s'est pas fait en 2 semaines. Donc pour ça aussi, chapeau au Paris Saint-Germain pour ça aussi. Ok, très bien. Donc moi je voulais revenir sur quelque chose. Après on va tous réagir là-dessus parce que c'est assez important. Il y a peut-être le départ d'Ancelotti et peut-être aussi le départ de Leonardo. Donc c'est un peu bizarre tout ça aussi. Ibra qui parlait beaucoup dans la presse, peut-être partir ou pas partir. Est-ce que ça c'est le gros problème du Paris Saint-Germain pour toi, Brahim, ou pas? Parce que construire des fondations sur des gens qui vont peut-être partir, c'est du sable. On construit sur du sable là, qui est trop dangereux. On va repartir à 0 l'année prochaine. Si ces 2 personnes partent là, on repart à 0 ou pas du tout? Ouais, c'est sûr que dans le projet, dans l'évolution du club, de voir demain se séparer de Carlo Ancelotti, par exemple. C'est une perte de temps dans ce qui a été fait depuis 2 ans. Ça c'est inévitable. Maintenant, comme on dit, le train est en marche. Je pense que ils ont des idées bien arrêtées, un projet bien en place. Mais c'est vrai que quand on met des gens comme ça d'une telle envergure et qu'ils ont autant de réussite assez rapidement, parce que c'est vrai que Carlo Ancelotti est un très 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 grand, et il a encore prouvé cette année, même dans les moments difficiles. Il a jamais perdu le pied, il a toujours été lucide sur ses analyses, encore au jour d'aujourd'hui, alors qu'il a 9 orteils avec le titre de champion de France, c'est pas lui qui saute au plafond. Maintenant, je pense que nous, malheureusement, on a eu un petit peu une vue extérieure de ce qu'ils vivent au quotidien ou de ce qu'ils ont vécu, et que forcément, si demain Ancelotti est amené à partir, c'est qu'il doit forcément avoir des bonnes raisons. Il a vécu des choses dans les moments difficiles qu'il n'aurait peut-être pas pensé vivre, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui l'amène à réfléchir. Et quand on sait les clubs qui sont censés taper à sa porte, ça doit le renforcer un petit peu dans sa position, dans sa décision qu'il a peut-être prise ou pas encore. Donc ouais, donc c'est assez enfin ça pourrait être assez complexe en tout cas. Jean-Michel, pour toi ça serait un tournant l'année prochaine si ces 2 personnes là partiraient, peut-être parce que si ces 2 personnes là partiraient, je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourront partir derrière. Un tournant, je sais pas. En tout cas, j'espère que si c'est le cas, il sera bien négocié. Après, c'est sûr que ça m'embêterait un peu parce que forcément, étant donné que je souhaite beaucoup de bien au PSG, on repartira un petit peu sur une perte de temps dans la mesure où aussi bien Leonardo que Carlo Ancelotti savent où ils veulent aller, et quel que soit l'entraîneur qui serait amené à venir, ça voudrait dire qu'il y a un nouveau staff, une nouvelle façon de travailler, une possible adaptation aussi à notre championnat, parce que quoi qu'on en dise, il a aussi ses caractéristiques. Et en tout cas, c'est pour ça que je dis, j'espère, si à tournant, j'espère qu'il sera bien négocié, quoi.
D'accord, ok. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a été assez complet sur le PSG. Peut-être que quelques réactions Twitter, Julien. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, on en a pas mal. Sur le PSG en général, la plupart des choses qui ressortaient, c'est qu'effectivement, il y avait quand même une petite déception qui se sentait. On a Grégory qui nous disait notamment qu'effectivement, bon, le titre, tout le monde s'y attendait un peu. Du coup, ils ont été déçus de pas voir autre chose derrière. Et puis concernant Carlo Ancelotti, Grégory nous disait également que bon, il doit en avoir marre, le pauvre, nous dit-il. Il a pas eu le choix des joueurs, etc. On a Mitak aussi qui nous disait que son départ, ça pourrait éventuellement pas être forcément une mauvaise chose si éventuellement ils peuvent avoir un grand nom derrière, car il souligne le fait qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs de coaching. Voilà. Ok, bon, ça c'est un point de vue au début, oui, c'était un peu complexe pour Carlo Ancelotti. Écoutez, messieurs, peut-être que Lorelai a peut-être quelque chose à rajouter sur le PSG ou pas du tout, notamment. Le PSG, non, moi j'en parle, mieux je me porte, que Carlo il part là où il... Non, mais en plus c'est un grand entraîneur, donc voilà, qu'il aille un peu là où il veut et là où il sera le mieux. S'il peut se tirer du PSG, c'est une très bonne chose, et pour Marseille, et pour lui-même, donc qu'il vogue vers d'autres aventures, ça ira très bien, moi. Ok, d'accord. Ça commence là. Flo, peut-être une petite réaction sur ça. Quelle animosité, je suis désolé, quelle animosité. Ah ouais, non mais c'est sûr. c'est dommage. Hein. On voit les deux. On voit les... à Doha en vacances, elle là. on verra, peut-être que ce sera bien accueilli. Flo, petite réaction sur Ancelotti, le départ d'Ancelotti, peut-être, ou peut-être au départ de Léonard. Même pas. À mon avis, de toute façon, c'est pas peut-être, hein. De toute façon, c'est sûr qu'il va partir. Je pense que les deux risquent de partir. Moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, voilà, comme tu disais tout à l'heure, pour créer, à mon avis, un club sur la durée, il faut des fondations fortes. Et le fait justement que le PSG, parce que les Qataris veulent conserver Ancelotti, mais le fait justement qu'ils n'y arrivent pas, à mon avis, c'est un gros camouflet pour eux. Donc voilà. Mais il faut qu'ils travaillent sur la durée et voilà. Mais il faut pas que l'effectif se change toutes les années et que le coach change trop souvent, parce qu'après ça marche pas à la longue. On verra, voilà. Si le coach partira pas, ils vont s'inscrire dans la durée, je pense. Allez, c'est parti sur le deuxième débat. Après une hégémonie anglaise et puis espagnole, on est peut-être à l'aube d'une hégémonie allemande. Donc ça c'est ce qui on va parler de ces trois championnats quand même. La grosse domination quand même qu'on a eu de l'Angleterre, la grosse domination de l'Espagne qui est toujours là quand même, hein. Elle est pas finie, hein, je pense, hein. Enfin, ça vous direz votre avis. Et peut-être la grosse domination du championnat allemand. Donc ça, on va voir ça après, parce que bon, ces derniers temps, on voit en Ligue des Champions Dortmund et Bayern qui sont en demi-finale. On s'attendait pas vraiment à Dortmund, peut-être au Bayern, mais bon, ça restait un peu surprenant. Puis surtout les résultats actuels contre ces deux équipes espagnoles qui étaient indéboulonnables ces derniers temps, qui maintenant descendent. Donc on va parler en premier tout de suite, avant de parler de l'Espagne et de l'Allemagne, on va parler de l'Angleterre. En Angleterre, il y avait le Big Four. Maintenant, ça a un peu vagué, ça s'est un peu essoufflé tout ça. Arsenal est un peu descendu dans tout ça, même s'ils sont un peu revenus. Chelsea qui vacille, ça c'était pas qui en plus qui perd qui va en Ligue Europa. Donc c'est un petit peu complexe. Toi, Brahim, est-ce que tu penses que l'Angleterre commence à s'essouffler? Est-ce que ce problème pourrait pas venir aussi de la jeunesse anglaise, qu'on s'appuie pas assez sur les jeunes anglais qui arrivent, ou il n'y a pas d'évolution derrière, c'est vraiment que de l'achat, ou enfin, quel est ton avis sur le championnat anglais? Le championnat anglais, c'est un petit peu, il cultive un peu des paradoxes, parce que c'est vrai qu'il y a quelques équipes qui ont un pouvoir financier assez important, qui continuent à pouvoir acheter des joueurs à leur guise, comme Manchester, qui eux connaissent la réussite comme pas mal d'années. C'est vrai que Chelsea, Arsenal, c'est plus compliqué malgré des achats de joueurs. Après, c'est vrai qu'on sait que l'Angleterre n'est pas non plus une terre de formation première, hein, puisque notamment il y a beaucoup de formateurs français qui ont émigré en Angleterre pour justement amener le savoir aussi bien sur la formation, sur un petit peu sur tous les aspects technico-tactiques et physiologiques. Donc forcément, il y a un déficit au niveau anglais, il y a un fossé entre les clubs qui ont des sous pour acheter des joueurs et les clubs qui réussissent à former quelques jeunes et les faire éclore un petit peu dans l'équipe première. D'où la difficulté de certains clubs de pouvoir un petit peu rivaliser avec les Manchester, Chelsea et Arsenal et Liverpool. On voit bien que Liverpool a de plus en plus de
mal aussi à pouvoir figurer en haut de l'affiche. Chelsea est toujours là un petit peu dans les parages, mais bon, il y a beaucoup d'instabilité dans le niveau de Chelsea. Ils peuvent gagner et perdre contre n'importe qui. Et Arsenal qui tire un petit peu son épingle du jeu, qui a dépensé pas mal d'argent et qui peut plus se permettre non plus d'acheter tout et n'importe quoi entre guillemets. Et c'est vrai que ça permet pas au club anglais d'être tout en haut de l'affiche sur les compétitions internationales. Donc à ce niveau-là, c'est compliqué. Thomas, moi je suis un peu de l'avis de Brahim, en étant un peu plus mitigé malgré tout, puisque actuellement on l'a vu, il y a eu une hégémonie anglaise il y a quelques années, qui est moindre maintenant, puisque l'an passé c'était United qui était en Ligue Europa, maintenant c'est Chelsea qui d'ailleurs va sûrement gagner la Ligue Europa. Mais clairement on a l'impression par contre, et je pense que Brahim tu me diras si je me trompe, mais que les clubs anglais les plus puissants, notamment United, Arsenal, Tottenham ou encore Chelsea, qui est le meilleur exemple. Je parle pas de City, c'est encore différent à City, mais par rapport aux 4 autres, on mise plus maintenant sur un renouvellement de génération. On prend les joueurs expérimentés dans les championnats, on mise beaucoup sur eux, mais par contre on en fait signer sur du long terme, et on a des projets à plus long terme qu'il y a quelques années. Donc attention par contre à mon avis au retour anglais dans 3-4 ans, quand les joueurs vont vraiment être habitués à jouer ensemble et qu'il y aura des vraies structures autour d'eux. Tu veux dire que ça prend exemple comme parce que Manchester, ça a toujours été comme ça. C'est les mêmes joueurs qui sont au club depuis des années et des années. Tu veux dire qu'en fait les autres équipes prennent exemple sur ce que fait Manchester? Voilà, entre autres, et ce que Chelsea a fait, parce que Chelsea on l'a vu, tous les joueurs qui avaient des contrats depuis un petit moment, qui commençaient à passer la trentaine, il y en a beaucoup moins maintenant à Chelsea. On mise beaucoup plus sur des joueurs beaucoup plus jeunes. À United, on le fait de plus en plus. Arsenal le fait un tout petit peu moins, mais continue à le faire. Tottenham le fait. Et d'ailleurs, c'est là qu'on retrouve maintenant en haut de l'affiche. Clairement, il n'y a pas de secret. Ils sont en train de préparer leur retour, les Anglais. Pour moi, en tout cas. Ok, on verra bien. C'est un point de vue, c'est un point de vue qui se défend. Et au passage, petite dédicace à Loïc Rémy et Stéphane aime bien partir au Queen's Park Rangers. Bien joué, les gars. qui sont en train de pleurer. Qui sont en train de pleurer, justement, l'ami de Lolo. Vas-y. À Newcastle aussi, ils ont pleuré ce week-end, a priori, hein. Alors, juste avant Flo, j'aimerais avoir la réaction de Lorelai. On va faire très vite, hein, sur le championnat anglais. On va revenir surtout sur le championnat allemand qui commence à éclore. Peut-être pour vous, peut-être pas. Lorelai, ta réaction justement sur l'Angleterre, tu penses que c'est un peu en déclin actuellement? Non, je pense qu'il y a c'est compliqué ta question. Non, déjà tout a été dit, par les différents intervenants. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? C'est pour ça que ce sera assez rapide. Maintenant, je pense qu'il y a toujours la loi des séries et qu'il y a, voilà, quand on est à son meilleur niveau, on ne peut que redescendre. Maintenant, pour moi, ils sont pas finis et comme je sais plus qui disait ça, mais ils préparent leur tour bien sympathiquement et donc va falloir encore compter sur eux. Ils sont pas finis les petits et je compte sur eux. Ok, d'accord. Chris, si tu veux bien, avant de passer à autre chose, on a une petite réaction intéressante sur Twitter concernant l'Angleterre. On a Nita qui nous dit que il y aurait peut-être l'essoufflement du championnat anglais qui serait peut-être dû à un problème de fraîcheur. Il nous souligne le fait qu'il y a les deux coupes avec une où on rejoue le match en cas de nul, effectivement, avec un championnat à 20 équipes, quasiment aucune pause, etc. Alors qu'en Allemagne, on y reviendra peut-être, mais ils ont un mois de pause en hiver, 18 équipes dans le championnat et une seule coupe. Donc est-ce que ça peut éventuellement y jouer aussi? Ouais, mais ça c'est peut-être justement, c'est peut-être le problème dans l'Angleterre. Ouais, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau, ça, donc. Ouais, mais je veux dire, mais le calendrier a toujours été comme ça, même quand le football anglais dominait, archi-dominait. Mais moi, le truc, à mon avis, je pense effectivement, on peut pas parler vraiment de baisse de forme du football anglais. Je pense surtout c'est une augmentation du football entre autres allemand. Si on peut parler de baisse de forme, on va plutôt parler, mis à part la Juve, Milan, je veux bien, mais surtout du football italien depuis quelques années aussi. Mais le football anglais, à mon avis, reste quand même carrément haut de l'affiche. Le football espagnol, par contre, à mon avis, mis à part les deux gros, je pense que le football espagnol peut. Justement, Flo, on va revenir dessus tout de suite. Avant Jean-Michel, un petit mot sur l'Angleterre. Qu'est-ce que tu penses la même chose ou c'est différent pour toi? Non, je pense globalement la même chose. J'insisterai sur le tournant qu'ils ont à négocier par rapport au renouvellement de leurs effectifs, parce que c'est quelque chose d'important. Les Allemands ont aussi eu à le faire à un moment donné dans les années 2000, notamment avec leur sélection. Et on sait que c'est pas toujours évident parce que vous passez par quelques années qui peuvent éventuellement être creuses. Et très peu d'équipes, que ce soit anglaises ou
autres dans le monde sont capables de bien négocier, de bien anticiper ce renouvellement. On parlait tout à l'heure de Manchester United, mais il y en a pas des masses. Donc à partir du moment où vous arrivez bien à négocier ce tournant, vous pouvez que bien revenir. On parle de Chelsea, mais quand on voit par exemple les buts d'un Frank Lampard, mais où ils sont un peu réticents à le prolonger. On voit derrière les jeunes comme Eden Hazard, comme Mata, comme Oscar, c'est comme David Luiz. Eux font partie du futur de Chelsea et je pense qu'à terme ça redeviendra une très grosse équipe. Ok, très bien. Il y avait John qui voulait absolument que je rajoute quelque chose. 2008, deux Anglais en finale, donc de la Ligue des Champions bien sûr. En 2009, il y en a un qui a gagné, bien sûr. En 2011, encore un, et en 2012, le gagnant, bien sûr, c'était Chelsea. Donc voilà, il a dit les Anglais sont nuls en Ligue des Champions. Point d'interrogation. On n'a pas dit ça, ils se sont attaqués bizarrement. Bon, enfin, on va revenir sur le championnat espagnol. Brahim, pour toi, championnat espagnol, il y a que deux clubs qui dominent ce championnat espagnol, on le sait. Peut-être, on va revenir peut-être aussi sur le troisième. Est-ce que le championnat espagnol, on a l'impression qu'il s'essouffle, on a l'impression que le Barça, avec la Ligue des Champions, c'est en déclin, le Real pareil. C'est ce que disent les journaux, bien sûr. Après, tout le monde ne le pense pas. Est-ce que leur problème est pas qu'ils ont pas de concurrence dans leur championnat? Est-ce qu'il manque pas des autres équipes? Il y a l'Atlético qui est là derrière, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait éclater au grand jour, l'Atlético, Malaga et tout le reste, ou ça restera toujours le Real, Barça et terminé, ça évoluera jamais? Ouais, c'est un peu compliqué à dire maintenant. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu le Barça et le Real Madrid qui ont la main mise un petit peu sur ce championnat espagnol. Maintenant, je pense que à travers les différentes coupes européennes entre l'Atlético de Madrid, Malaga, Valence et la Real Sociedad qui est en train de faire une très bonne saison sous l'aile de Montagnier, sont en train de pointer le bout de leur nez, ils sont en train de poser un petit peu des problèmes sur certains matchs face à ces deux ténors. Et je pense que à terme, il va y avoir un peu plus d'homogénéité dans le championnat espagnol, dû justement à l'émergence et un peu la décomplexité de ces équipes et de ces clubs par rapport au gros. Et c'est vrai qu'on a vu un très bon Malaga qui a joué contre Dortmund. Et ça s'est joué à pas grand chose. Valence a fait bonne figure. L'Atlético de Madrid est en train de faire aussi de très bonnes choses avec son serial killer devant. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a Barcelone, Real Madrid. Maintenant, je pense que il y a la possibilité que les choses un petit peu s'équilibrent doucement, mais voilà, on sait quoi qu'il arrive que Barça et Real Madrid, ne serait-ce que par l'aspect financier, la puissance financière de ces deux clubs et la possibilité, il n'y a pas de secret, hein, quand on a beaucoup d'argent, on achète les meilleurs joueurs. Et là-dessus, ça c'est une règle qui pour l'instant ne change pas, justement, elle est en train de s'accroître. Alors forcément, il y aura toujours un petit peu une disparité entre ces clubs ultra riches et ces clubs qui essayent un peu de figurer avec leurs moyens, même si je pense que Malaga a montré au monde du football que malgré les pires difficultés qu'on peut avoir en dehors du terrain, ils ont montré un tel niveau de jeu, un tel état d'esprit. C'est des joueurs qui n'ont pas été payés pendant des mois, qui ont été d'un collectif et d'un état d'esprit extraordinaire. Donc là-dessus, je pense que il y a des choses à en tirer, comme quoi l'argent ne fait pas que le bonheur, mais il y contribue encore une fois. Mais ça dépend comment c'est géré. Hein. D'ici quelques années, ça peut s'équilibrer. Vas-y, Flo. Tu voulais réagir? Non, mais la différence qu'il y a, moi, je pense surtout, et là où les Allemands ont vraiment été visionnaires et sont vraiment intelligents, c'est surtout au niveau économie, c'est-à-dire qu'en fait, les Allemands ont une manière de gérer les clubs, et c'est là toute la différence, parce que la majorité donc sont propriétaires de leur stade. On a beau dire comme ça, effectivement, ça peut paraître vague, ça peut paraître quelque chose d'assez vague si on le dit comme ça, mais c'est quelque chose, mine de rien, d'hyper important. Au niveau des recettes, c'est pareil, parce que moi, je vois surtout le côté financier au niveau des revenus. En fait, ils ont des revenus très très divers parce qu'ils sont pas dépendants, comme par exemple la France, des droits télé. Et au moment, en fait, effectivement, même aux périodes où ils ont eu du mal
justement financièrement, je veux dire, ils ont été assez raisonnables, ils ont su se limiter, etc. Et surtout, je vais pas faire un parallèle justement avec la France. On sait qu'en 98, en fait, en France, en fait, l'équipe de France justement a mis un maximum beaucoup d'argent sur le Stade de France, sur la rénovation enfin entre autres sur le Stade de France. Et en 2006, en fait, les Allemands, justement pour leur Coupe du Monde, en fait, tout l'argent en fait qui a été généré, ils se sont servis de ça justement pour renouveler les stades. Renouveler les stades et étoffer en fait tout ce qui est billetterie, tout ce qui est en fait les produits dérivés, etc., les commerces, des choses comme ça. Ce qui fait justement ils ont une pluralité en fait au niveau des revenus qui est quand même sacrément avantageuse. Et du coup ils sont moins dépendants et ils ont aussi il y a une culture effectivement, comme j'ai lu un article dessus, il y a une culture en fait au niveau des industries en Allemagne, c'est-à-dire que les industries en fait ont participent beaucoup plus au football qu'en France ou dans certains autres pays. Et il y a vraiment en fait comme je disais une dépendance beaucoup moins importante. Je veux dire tout ça pour dire que financièrement les géré, clubs sont solides, sont rentables et c'est aussi au niveau de la formation, ils ont consacré, j'ai trouvé le chiffre, ils ont consacré 700 millions d'euros, c'est énorme, hein, en 10 ans pour tout ce qui est centre de formation, etc. sur les dernières années, ce qui fait que justement maintenant au niveau des jeunes joueurs, au niveau de la relève, que ce soit les clubs ou les équipes nationales, l'équipe nationale sont sur le devant de la scène. Est-ce que justement cette domination, Brahim, est-ce que cette domination est aussi grâce à la nouvelle génération de jeunes qui arrivent au Bayern, qui arrivent à Dortmund, tout le reste, qui fait que ça éclore et que ça explose aux yeux de tout le monde, et la nouvelle génération qu'on a eue en France, qu'on a eue en Angleterre, qui augmente d'un seul coup. Voilà, la génération arrive en Allemagne et voilà. Ah ouais, incontestablement, on se rend compte aussi bien au Bayern qu'à Dortmund que comme disait, je sais plus qui parlait juste avant. Là. C'est Florent. La rigueur allemande, elle est valable dans tous les secteurs d'activité dans un club de foot. C'est hors terrain et sur le terrain. Et bien évidemment, ils ont anticipé pas mal de choses, notamment au niveau de la formation, parce qu'il y a beaucoup d'énormes dépenses qui ont été faites par rapport à la formation. Et aujourd'hui, quand on voit des joueurs comme Götze et ceux-là qui, lui en plus il fait Dortmund, Bayern de Munich, donc c'est encore pire, mais on se rend compte qu'ils ont fait un vrai travail. Ils ont fait un vrai travail parce que c'est ces jeunes-là qui ont entre 20 et 23 ans qui font les porte-drapeaux des clubs et au plus haut niveau. Et forcément, et c'est des joueurs extraordinaires. Donc forcément, on se dit, eux, ils ont travaillé, ils ont une intelligence, ils sont structurés, ils ont des finances extraordinaires, ils sont autonomes à 100%. Et bien, incontestablement, on voit les fruits de leur travail passer aujourd'hui dans la puissance de leurs équipes. Aujourd'hui, une équipe comme le Bayern, c'est une machine, quoi. C'est une machine sur le terrain, c'est une machine en dehors du terrain. Est-ce que tu penses que ça peut dominer les prochains championnats, les prochaines Ligues des Champions? Est-ce que tu penses que l'Allemagne, donc c'est-à-dire le Dortmund et tout le reste, derrière le Bayern et tout le reste, peut dominer le championnat, l'Europe? Ah ouais, sans problème. Okay. Sans problème, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des équipes de très très haut niveau. Ils ont en plus quelque chose que tout le monde n'a pas, c'est la rigueur allemande. Elle existe depuis des lustres. On se souvient les équipes allemandes. Il y a eu le Werder de Brême qui a été champion quand il y avait Johan Miku. On se souvient de Schalke, on se souvient du Bayer Leverkusen, de Stuttgart au plus haut niveau. Aujourd'hui, c'est le Bayern puissance 10 et Dortmund aussi. Et forcément, ils sont en train de mettre leur empreinte sur le monde européen du football. Quand on met 4-0 en demi-finale à Barcelone et qu'on met 4-1 à Real Madrid, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc là, aujourd'hui, on a une grosse indication, c'est que le foot allemand est en gros devenir sur la scène européenne. Et en plus, ils ont des stades pleins. Vous prenez n'importe quelle équipe, que ce soit Fribourg, Schalke, Hanovre, Wolfsburg, ils font plein. C'est des foot. Et il y a beaucoup plus de joueurs qui veulent aller en Allemagne maintenant. Ouais, c'est complètement différent. Jean-Michel, je te sentais pas trop d'accord avec ce que disait Brahim. Si, je suis d'accord dans l'ensemble. Maintenant, comme on était au départ sur le fait que de savoir s'il est
si quelque part, de par l'hégémonie éventuelle du football allemand, on allait perdre les clubs espagnols. Moi, j'irais pas jusque là parce que on parle quand même de deux gros clubs, en l'occurrence le Real et le Barça, des clubs qui ont une histoire, des clubs qui ont l'habitude de gagner, qui ont des joueurs qui ont pas peur de gagner. Donc, certes, cette année, on va peut-être les perdre tous les deux, quoique c'est pas dit. Mais on part quand même avec deux clubs qui partent chaque début de saison avec l'ambition de gagner la Champions League. Après, quand on parle du football allemand, moi je suis fan de ce football, aussi bien économiquement que footballistiquement parlant. Maintenant, je mettrais quand même je place pas les deux clubs allemands au même niveau, quoi. Autant le Bayern, c'est une machine qui, je pense, peut être là sur les quelques prochaines années sans problème. Parce que faut pas oublier qu'ils ont enchaîné X demi-finales, ils étaient encore en finale la saison dernière, je sais pas comment ils ont fait pour pas aller au bout. Dortmund, un peu, moi je mettrais un petit bémol, même si c'est une équipe qui me fait plaisir à chaque fois que je suis amené à la voir évoluer. C'est aussi une équipe qui est pas encore arrivée totalement à maturité, qui est capable de passer aussi à travers sur certains matchs. Faut pas oublier que sur le match de Malaga, je me demande encore comment Malaga peut sortir en quart, parce que ce qu'ils font notamment au retour en Allemagne, c'est fou. Donc je placerai pas les deux clubs au même niveau, quoi. Le Bayern, oui. Dortmund, j'attends de voir. Ok, d'accord. Moi, je vous sens très très optimiste quand même par rapport à ce que au championnat allemand, même si le Bayern était très fort. Un avis là-dessus, Thomas, toi, est-ce que tu penses que aussi, attention, parce que il y a pas que ça, il y a aussi le modèle économique, on en parlait juste avant. Le Dortmund ne paye pas ses joueurs astronomiquement. Il y a des choses qui vont se passer, que les transferts vont peut-être faire tomber beaucoup de joueurs. Donc, je sais qu'ils ont une belle formation jeunesse, comme on l'a dit, mais attention, on reconstruit pas une équipe en 10 secondes. Ça peut être assez complexe. Qu'est-ce que toi t'en penses, Thomas? T'es assez optimiste quand même avec Jean-Michel Brahim? Moi, je suis séduit par le foot allemand parce que j'ai eu la chance d'aller voir un match là-bas. Maintenant, c'est vrai que là, c'est important, ce que tout à l'heure, ce qui a été dit, ce que Flo disait en parlant d'économie, c'est que les stades leur appartiennent. En France, il y a que un club seulement qui a cette chance-là, c'est Auxerre. Le reste appartient en ville, aux communautés de communes. Donc, clairement, là-dessus, déjà, il y a un gros avantage. Eux ont anticipé leur renouvellement de génération en misant sur la jeunesse. Aujourd'hui, ça paye. Alors, le championnat allemand, effectivement, c'est structuré, il y a de la rigueur. Il y a quelques décennies, on disait souvent, oui, en Allemagne, on joue mal, mais on gagne. Enfin, les clubs allemands jouent mal sur la scène européenne, mais au final, c'est eux qui gagnent. Sauf que maintenant, ils gagnent, mais ils jouent bien. Ils jouent mieux, ils ont un plus beau jeu. Mais non, enfin, moi, je suis pas surpris par le championnat allemand, parce qu'il y a une vraie ferveur du public. Pour avoir assisté à ça en vrai, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, même pour un match entre deux équipes de bas de tableau, le stade il va être blindé, il va y avoir une super fête dans et autour du stade. Alors qu'en France, tu peux avoir un Brest 3, t'auras pas un Pécos en dehors du stade et tout le monde n'aura rien à foutre, quoi. Non, mais c'est sûr qu'au niveau du stade, au niveau de l'ambiance, il y a rien à dire là-dessus. Lorelai, qu'est-ce que toi t'en penses? Que tu penses c'est aussi optimiste que Brahim et Jean-Michel et aussi Thomas sur cette Allemagne qui va exploser à l'Europe? Écoute, ouais, moi je pars du principe que ta question était s'il y allait avoir une hégémonie allemande, et je pense que oui, mais dans ces cas-là, elle est péremptoire, quoi, elle est méritée, et parce qu'on en parle maintenant que Dortmund et le Bayern sont vraiment sur le devant de la scène, et qu'ils font ce qu'on les a vus faire en Champions League, mais c'est quand même un championnat, ça date pas d'hier, qui sont quand même assez présents, et surtout qui construisent leur football, et ceux depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a eu d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé l'équipe du dimanche, de ce dimanche-là, où il y a eu un très beau reportage justement sur cette hégémonie future au niveau de l'Allemagne, et il y avait Marc Keller qui disait que les clubs allemands, il y a une quinzaine d'années, venaient lorgner sur les clubs français pour voir la préparation, et que depuis ces 15 années passées, ils avaient rattrapé leur retard. Mais moi, j'ai envie de dire qu'ils n'ont même pas rattrapé, ils se sont surpassés depuis. Et le championnat allemand est un championnat, à mon sens, je sais qu'il y en a dans l'équipe qui sont pas d'accord avec moi, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus puissant que ne serait-ce que la Ligue 1, et maintenant ils le prouvent aussi sur l'échelle totalement européenne, qui sont là et présents. Après, je pense aussi que c'est un championnat qui arrive à
fédérer des joueurs. On voit la différence. On parlait de Götze tout à l'heure, mais il réalise un match merveilleux face au Real, alors que c'était la veille, je crois, juste la veille où la presse commençait à crier de partout qui a annoncé son transfert envers le Bayern, et beaucoup de joueurs dans n'importe quel autre championnat européen se seraient effacés durant ce match ou auraient eu une pression, et lui a assuré son match, et je pense que la Bundesliga arrive à ériger des joueurs, et en plus somme toute super jeunes, pour qu'ils soient responsables et volontaires, et je pense qu'en 2013 là ça fait la différence. Non, donc vas-y Flo. En fait, justement, moi je vois une différence justement par rapport à je rejoins un peu Lorelai. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant au niveau des clubs allemands, c'est que malgré la puissance, surtout à Bayern, parce que j'ai vu un reportage aussi avec une interview de Ribéry. Dieu sait que je suis pas un grand fan, mais où justement il expliquait que la manière en fait de se comporter justement des clubs allemands, ils ont vraiment le club est vraiment une famille, et lui il se voyait pas effectivement partir de Munich parce qu'il est très bien, et on voit que c'est une différence par rapport à certains autres clubs puissants où l'argent, effectivement, où il y a beaucoup d'argent, etc. Le football allemand, j'ai l'impression justement à cette capacité justement non seulement à fédérer au niveau du public, mais à l'intérieur, les joueurs qui y viennent justement après, je peux pas dire on plus envie de partir, mais il y a encore ce côté un peu cocon qu'on trouve des fois dans des petits clubs, et ils ont réussi à conserver ça malgré l'apport de l'argent, malgré justement le côté starification en fait des clubs. Et justement en fait je pense que ça contribue justement à la montée en puissance et justement au titre, parce qu'un joueur qui va se sentir comme chez lui dans un club, forcément l'atmosphère dans le club va être mieux, il va y avoir moins de tension, et puis ça va aider justement. Ouais, enfin, c'est sûr qu'en Allemagne peut-être qu'ils se sentent mieux, certains clubs, attention, tous les clubs en Allemagne, ouais. Non, mais au Bayern, c'est sûr qu'après c'est une équipe, comme on le sait, hein, dans les médias, on en parle souvent, d'une équipe qui entoure très bien les joueurs. Donc on conclut sur les réactions Twitter avec Julien, s'il y en a quelques-unes sur ce championnat allemand. Vas-y. Globalement, ils sont tous assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce qui ressort principalement, c'est que effectivement, c'est des équipes qu'on voit sur le devant de la scène maintenant, mais qui bossent très dur depuis des années et des années. Donc ils sont vraiment satisfaits de voir que tout ce travail paye, et puis voilà, on a Grégory qui vient juste de nous dire à l'instant qu'il est vraiment séduit par le jeu actif vers l'avant, et voilà ce que propose le Bayern. Donc voilà, satisfait les twittos. Ok, d'accord, très bien, merci encore. N'hésitez pas encore à réagir. Maintenant, on va passer à l'interview décalée. Merci pour ce deuxième débat, mes chers chroniqueurs. Maintenant, on va laisser la parole à Lorelai pour cette interview décalée sur Brahim. Brahim, j'espère que Brahim, tu es prêt, parce que il y a du lourd. Un gilet pare-balles. Ouais, mets un gilet pare-balles parce que ça commence maintenant déjà. Déjà le jingle de l'interview décalée. Voilà. Donc c'est pas Lorelai qui chante. Non, mais non, c'est pas Lorelai qui chante. Alors comment ça va? Alors, je sais pas si on a le droit de l'expliquer ou pas, ça c'est Brahim qui va nous le dire. C'est la démocratie. Maintenant qu'on on a donné la moitié de l'info, autant aller jusqu'au bout. Lorelai, je vous en prie. Comment expliquer? Disons que monsieur Brahim Thiam, ici présent, a été le compagnon d'Adel Ben pendant une certaine période, et que Gala avait fait un très bel article sur monsieur à l'époque dans sa presse, et donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Allez, voilà, ça c'est fait déjà. Déjà la première balle qui part. Tout à l'heure sur qui Lorelai a des vues en ce moment, mais je vous dirai tout à l'heure. C'est bon, ça va lâcher. Allez, vas-y Lorelai, enchaîne parce que t'as intérêt à être bonne là, parce que il va. Mais enchaîner. écoute, moi je vais y aller crescendo. Je vais lui poser des questions sympathiques. Après, on ira à la mise à mort. Pour l'instant, ça va être justement d'actualité, Brahim. Puisque tu as évolué à Caen, il y a Monaco qui pourrait fêter sa surmontée en Ligue 1 à domicile ce samedi, comme tu le sais, face à Caen. Et toi qui as évolué là-bas et qui continue de suivre cette équipe, est-ce que tu penses que les Rouges et Bleus, ils ont les moyens de retarder cette fiesta monégasque, ou c'est sûr et certain Monaco va fêter son titre ce week-end face à eux?
Je pense que quand un camp a les moyens de retarder la fête monégasque, tout simplement parce que eux ils sont encore en quête de points pour essayer d'espérer accrocher cette troisième place au moins. Donc sur ce plan-là, forcément, le match n'est pas gagné pour Monaco. Qui plus est, quand on se rapproche de l'échéance comme les Monaco, c'est toujours plus compliqué sur un plan psychologique. Quand on sait qu'il nous manque pas grand-chose, mais qu'on va avoir du mal à l'avoir, parce que tout le monde pensait peut-être qu'ils allaient gagner à Sedan. On s'est rendu compte qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Et pour avoir joué des montées en première division sur les derniers matchs, je peux vous dire que sur l'approche du match, c'est très compliqué. Ok. Et d'ailleurs, selon toi, puisqu'on parle de ça, hormis la place déjà acquise de Monaco en Ligue 1, pour toi, quels sont les deux autres promus de cette saison? Je pense que Nantes va y être, même si ils ont eu une petite baisse de qualité de jeu sur les derniers matchs. Et pour la troisième place, alors c'est assez homogène. Alors je mettrais il y a Angers, Guingamp, il y a Caen, il y a Nîmes. Tout va dépendre un petit peu des résultats des équipes de ce week-end. Je pense que Angers et Guingamp a un petit temps d'avance, même si je mets une petite pièce attention à Nîmes qui revient très très fort. Ok. Et donc tu parlais, il y a 2 secondes, tu parlais des montées que tu as pu effectuer. Il me semble que tu en as fait 4 au cours de ta carrière. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe. Malaga, Istres, Caen et donc après le dernier avec Reims, c'est ça. Laquelle pour toi a été t'as le plus marqué au cours de ta carrière? Une montée qui était le plus marquée? Alors il y en a eu 2, c'est celle de Istres en 2004-2005 parce que à la base l'entraîneur qui a repris l'équipe, Bazarevic, avait construit une équipe de mercenaires, c'est-à-dire que faite de bons joueurs, bons mecs, mais on savait pas où on allait. Il s'est avéré que l'état d'esprit a été tellement bon très rapidement et que tout le monde a pris de la confiance, chacun à son niveau, et qu'on a tous joué à 120% de nos moyens, et il s'est trouvé que on formait un collectif redoutable, super homogène. Donc ça a été une énorme montée pour l'histoire de la ville, du club, il y avait pas de précédent à ce niveau-là. Ça, c'était un grand moment. Et puis après, il y a eu celle que j'ai eue avec Caen, parce que on est monté avec Caen, c'était en 2006. Et que faut savoir que l'année précédente, on a joué la montée sur le dernier match en parallèle avec Lorient. Il y avait Lorient-Reims et nous on a fait un Caen-Créteil, et que on a loupé cette montée pour 2 buts au goal average, et que on a enchaîné la saison suivante avec une montée à la clé, le dernier match à Libourne-Saint-Seurin, après avoir eu plus de 10 points d'avance à la trêve. Et que c'est pour ça que j'ai joué une montée en première division sur le dernier match après avoir été de bout en bout dans les deux premières têtes. Je peux vous dire qu'il faut être fort mentalement pour pouvoir se libérer tout en étant concentré. Et dis-moi, Chris, d'ailleurs, tu avais une question, je crois, pour Brahim concernant Lens, il me semble. Voilà, tout à fait. On sait que t'étais à Caen à un moment, et moi je suis supporter de Lens. Alors moi je veux savoir pourquoi t'as pas signé à Lens. Parce que tu devais signer à Lens. On veut tout savoir. Hein. Non, j'ai pas signé à Lens parce que début de la saison, ils avaient recruté un joueur à Caen qui s'appelait Svensson, qu'ils ont voulu placer devant moi, chose que j'ai accepté dès le départ à partir du moment où la concurrence a été saine, et que entre le laps de temps où il y a eu Lens, il y a eu une proposition de Lens et du Qatar, et Svensson, au moment où moi je voulais partir, le joueur Svensson qui jouait à ma place, il s'est blessé, et comme on dit, le double visage par moment des dirigeants, les intérêts des dirigeants au moment où il faut essayer de pallier les absences, ont fait que du coup j'ai dû rester un petit peu à contre-cœur dans un premier temps pour pallier à son absence. Et c'est pour ça que j'ai pas pu signer à Caen. J'ai eu Lille qui est arrivé aussi par derrière, et j'ai pas pu y aller non plus. Et donc je me suis résigné dans un premier temps à rester à Caen, et puis j'ai enchaîné pas mal de matchs, et puis on a vécu une belle période aussi à Caen. D'accord, ok. Mais j'étais très très motivé à l'idée de rejoindre Lens dans un premier temps, parce que c'était
c'était un grand club, la ferveur, la pression, le public, moi c'est tout ce que j'aime. Donc c'est ce que je voulais faire. Ah, tu l'as manqué de près, Ouais. Vas-y Lorelai, je te redonne la parole. Bah écoute, Brahim, j'ai un peu épluché ce que j'ai trouvé sur toi, et apparemment, quand t'étais footballeur, en tant que défenseur, t'avais un petit peu un syndrome de ce que j'appelle le Gilles de la Tourette des pieds, qui était vachement prononcé, et apparemment, il y a des chevilles de certains footballeurs de l'époque qui s'en souviennent encore. Alors je voulais savoir si maintenant, à présent que t'as rendu les crampons, ta maladie elle s'est calmée, ou si tu continues de tacler tes collègues à Beansport, ou si, enfin ça va, on est bon, tu t'es calmé, t'es moins violent, tu t'envoies moins de gens à l'hôpital ou pas? À vrai dire, non, j'ai pas changé d'un iota. Je joue encore de temps en temps avec une équipe de foot entreprise à Reims, mais j'ai repris mon poste de prédilection, lequel j'ai évolué quand j'étais en cadet, c'est-à-dire avant-centre, mais j'ai pas changé. J'ai toujours la même hargne, la même associabilité sur le terrain, mais comme on dit, un entraîneur il m'a dit joue avec tes forces, pas avec tes faiblesses. Donc je suis toujours le même. D'ailleurs, je t'attends pour faire un petit 5 contre 5 quand tu veux. J'ai très peur. Je sens que je vais me retrouver pied beau à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Non, parce que toi, Lorelai, rappelle-toi, tu joues avec les talons aiguilles. Donc, toi, tu peux percer les yeux des gens. Donc, fais gaffe, Brahim, parce que c'est encore pire, Lorelai. Et justement, je parlais de Beansport il y a 2 secondes. Toi, maintenant, qui est un peu de l'autre côté de la barrière, est-ce que ce nouvel exercice de commentateur te plaît? Est-ce que tu te vois perdurer dans cette nouvelle fonction que tu as à présent avec Beansport ou ailleurs d'ailleurs, on verra plus tard, mais est-ce que ça te plaît de faire ça? Ouais, c'est un énorme kiff de cette nouvelle fonction de consultant, parce que c'est une prolongation un petit peu du foot de haut niveau, le même univers, on est plongé dans l'intimité des matchs, des joueurs. Et c'est quelque chose que j'aimais avant, parce que j'avais la chance d'avoir un tonton qui était assistant réalisateur à Canal+, et que j'étais pote avec Fred Godard, que dès que j'avais des temps libres, moi en tant que joueur professionnel, je me rendais dans les cars régis, cela, et que c'est vrai que c'était quelque chose que ce monde il m'attirait énormément. Donc après, forcément, quand il y a eu la possibilité de rentrer dans cet univers-là, j'ai sauté un petit peu dans le grand bain. Donc c'était un petit peu une inconnue aussi en termes d'exercice de style, parce que c'est connaître le foot c'est bien, mais en parler c'est encore autre chose, et en parler d'une manière audible et claire c'est encore un autre exercice de style, et c'est vraiment je me régale tous les week-ends, même 2-3 fois par semaine. Je viens de passer une semaine avec 4 matchs la semaine dernière, et oui, c'est vraiment une grosse aspiration professionnelle pour moi. Okay. Très bien. Ah, il est très professionnel. Vas-y, on t'écoute, Lorelai. Non, je voulais juste savoir s'il pouvait me sortir un petit dossier. Est-ce que tu avais un surnom quand tu étais joueur, ou même maintenant? On va savoir, à Beansport, on t'a peut-être surnommé d'un petit nom sympathique, je sais pas. On veut des dossiers. Sors-nous des dossiers de vestiaire ou de Beansport. Non, sortir un dossier, non. J'ai encore vu Henri Bédimo samedi, qui chaque fois que je l'approche, il a peur encore. Il me dit non, lui c'est un casseur. Benzema m'a dit pareil. Donc voilà, j'ai eu la chance entre guillemets, ou la malchance, d'avoir cette étiquette de joueur très rugueux sur le terrain. Maintenant, c'était aussi, comme on dit, vaut mieux que se faire respecter que faire rigoler. Donc voilà, je sais pas quel terme exactement employé, mais comme l'avait dit Mecha Bazarevic un jour où il a fait un petit peu un focus sur tous ces joueurs l'année on est monté, il fallait qu'il décrive un petit peu l'aspect sportif et personnel de chacun de ces joueurs. Moi, au lieu de parler de foot, il a dit il a une forte capacité d'intimidation. Voilà. Moi, ça rigole pas. Qui marche pas avec moi, je vous le dis direct. Je sais pas pourquoi, chez moi ça marche pas. Bizarrement. J'ai l'impression que t'as un caractère encore plus fort. Donc bon, enfin, vas-y. Écoute, on passe à la section 2 propositions, un choix, et t'as 0 joker. Alors, toi maintenant t'es un peu un vieux croulant, on le sait. Et t'es vachement attaché à l'Espagne. Ta retraite, tu la passes quoi? Tu la passes sous le soleil ibère ou sous le soleil malien? Sous le soleil ibère. Le soleil malien, il crame trop. Très bien, ça me va très bien. Prépare mon couchage, prépare ma tente, on est bon. Ensuite, justement, en parlant de l'Espagne, Levante ou Malaga? Malaga. FC Istres ou Caen?
Ouais, c'est compliqué, ouais, je sais. Ah là, non mais là, ouais, je sais. Et là c'est chaud. Ah, j'ai pas de joker, hein, je réponds. Ah oui. Ah, pas de joker, pas de joker. C'est une question à laquelle je peux pas répondre normalement. Mais comme je suis. Mais pour moi, tu vas le faire. Voilà, pour toi je vais le faire, mais tu paieras l'addition quand même. Alors quand une réponse. Allez, quand? Ok, alors là, ça. Ok. Et d'ailleurs, Franck Dumas ou Luis Fernandez. Attention, maintenant, c'est ton collègue à Beansport. Fernandez direct. T'as vu, Fayot? Et après, on dit que c'est moi la Fayotte? Ouais, non, mais c'est pire, en fait. Ah ouais. Et comme il est, alors, non, mais on voit ça maintenant qu'il est à Beansport, bravo. Sinon, une petite info, Brahim Thiam est un grand amateur de bonne chair, je dirais Chablis ou Choupito, il comprendra pourquoi. Chablis. Chablis direct. C'est un grand. Excusez-nous, deuxième question concernant la bonne chair, les pâtes à Didi ou le massé de moi-même? Fais attention à ce que tu réponds. Le massé de toi-même. Vous avez vu la pression? Ah ouais, la pression, je sais pas ce que tu y as fait. Quelle année, mais... D'accord, ok. Et enfin, je suis obligée, mais c'est là où il va pouvoir me tacler. Amel Bent ou Chérif Alouna? Il va me vous savez pas comment je suis morte après cette interview. Ah bah là tu vas bientôt décéder parce que là on l'entend plus, il est. C'est pas quelqu'un qui crache dans la soupe, je dis Amel Bent. Ah voilà. Ah, vous voyez, quand même, c'est beau. Mais... Et la dernière, mais ça tout le monde l'a eu, hein. Il y a pas que toi, c'est pas juste pour toi. C'est la question de l'interview décalée. Ah oui. Et on aimerait tous savoir. On aimerait tous savoir. Oui. Dis, Chris. Ah moi c'est moi qui dois la dire ou tu vas la dire? Non, mais moi je la fais. Avec lui je peux me permettre, je peux le faire. Juste avant, j'aimerais juste que tu dises parce que tout à l'heure tu réponds pas. J'aimerais que tu répondes à un truc. Est-ce que tu peux dire un mot gentil à Lorelai en espagnol? Jean-Michel va essayer de nous le traduire, mais vas-y, on va essayer. Un mot gentil, hein. Après, Non, ou pas. Qui comprend l'espagnol? Qui comprend bien l'espagnol? Jean-Michel comprendra bien l'espagnol, logiquement. Enfin, surtout les insultes, hein. Donc si... Alors, Lorelai parece un tigre. Si. Pero bajo su piel tiene un gran corazón. Oh, c'est un amour! Alors, vas-y, c'est mignon. J'ai bien compris, hein. Traduit ou Jean-Michel, il traduit? Vas-y, Jean-Michel, vas-y. Non, mais moi, je veux pas dire n'importe quoi non plus, hein. Brahim va rectifier. Attends, tigre, ça donc, en gros, Lorelai, elle a la carapace et le caractère d'un tigre, mais en dessous de cette carapace, il y a un grand cœur. Oh là là, avec tout ce qui s'est pris tout à l'heure dans la tête, elle est gentille avec Lolo, hein, putain. Ouais, écoutez, non, mais à partir de là, je sais qu'en plus, il y a le podcast, dès demain, je me le remets en replay tous les jours, je crois que je vais même le mettre en sonnerie de téléphone. C'est beau. Les plus grands assassins fonctionnent toujours comme ça, hein. On va jamais te dire qu'on va te tuer. Toujours par des compliments, et puis quand tu t'y attends le moins, tu manges le tacle. Bizarrement, je sais pas, Lorelai, il va peut-être voir quelqu'un qui va arriver chez elle. Enfin bon, ça, ils connaissent l'adresse tous les deux, donc il y a pas de souci. Oui. La dernière. Donc la dernière question auquel personne ne peut réchapper, c'est es-tu plus slip ou caleçon, Brahim? C'est bizarre, on n'a jamais entendu cette question. Caleçon. Ah, mais c'est toutes les formes. J'ai des poulines de toutes les formes. D'esprit. On peut voir des photos. On peut voir des photos. Il fera beau quand tu feras le mafé, tu verras. Oh, les dossiers qui J'en demandais pas trop, Brahim, quand même. Ah bah attends, tu l'as cherché, Lolo, hein, c'est toi qui casse. Ah ouais, c'est cherché. Non, mais c'est vrai, c'est de bonne guerre. Bon, ok, très bien, pas de souci. Brahim, tu as encore quelques minutes pour les pronostics pour te venger. N'hésite pas, à tout moment tu peux nous couper. Hein. On va enchaîner tout de suite sur les pronostics avec mon ami Flo. Merci pour cette interview décalée, Lorelai, tu as assuré. Mais oui, mais c'est Brahim qui a assuré. Oh, attends. Il va peut-être arriver d'un seul coup sur. Oh non, mais j'en doute pas. Tu connais pas l'enfant, il arrive, il va m'assommer dans 2 minutes, je sais pas pourquoi. on va pas le voir arriver. Ok, on va voir. Allez, Flo. Les pronostics sur ces 3 matchs pour finir l'émission. Voilà, effectivement, on a choisi 3 matchs cette semaine comme à chaque fois. On a donc demain, il y a une grosse affiche en Ligue des Champions, donc Barça-Bayern. On sait il y a eu 4-0 au match aller, hein, donc il n'y a pas trop de suspense, on allait dire au niveau de la qualification de Bayern logiquement. Mais donc on va quand même pronostiquer. Alors la victoire du Barça est à 1,83, le nul à 4,10.
Et la victoire de Bayern à 3,20, donc il y a une cote assez intéressante. Il faut savoir que sur les 6 derniers matchs, le Bayern c'est 6 victoires, 23 buts marqués, 2 encaissés. Le Barça, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 12 buts marqués, 7 encaissés. Et donc voilà, il faut savoir aussi que le Bayern a perdu un seul match à l'extérieur de toute la saison. Et c'est pas récent, ça date du 2 octobre dernier, c'était à Borisov, une défaite 3-1, et sinon ils ont perdu que 3 matchs en tout cette saison. Donc voilà, donc ça risque d'être un match assez compliqué, donc je sais pas comment est-ce que vous allez pronostiquer. Du côté de Facebook, les membres ont pronostiqué une victoire du Barça, mais c'était assez serré. Donc voilà, donc je vais demander à notre invité pour voir s'il a du flair, s'il a autant de flair que certains. Déjà sur ce match-là, ceux qui voient, s'ils voient une victoire du Barça, un nul, une victoire de Bayern. Allez, Brahim. Je vois attention, parce qu'il y a de l'argent en jeu, hein. Les gens vont suivre ton pronostic, hein, donc. Fais gaffe, ouais. Une victoire de Barcelone, mais comme le Bayern va marquer au moins un but, c'est Bayern qui va passer. Mais une victoire du Barça. Ouais. Victoire du Barça, très bien. Allez, on enchaîne. Ok, pas de souci. Mais on enchaîne. Chris. Pour ma part, moi je vais mettre une victoire du Barça, ça c'est clair et net, et j'aimerais bien voir la victoire, la qualification du Barça aussi pour montrer que tout est possible. Donc voilà, mais victoire du Barça, mais je mettrai pas un pesetas sur la qualif du Barça, c'est assez compliqué quand même. Victoire du Barça. J'ajoute aussi que le Barça cette saison à domicile, c'est 22 victoires, 4 nuls et une seule défaite à domicile. Ils ont perdu un seul match, c'était face au Real en demi-finale retour de la Coupe d'Espagne. Et John, alors tu peux marquer aussi le pronostic de John, il me l'a dit, victoire du Barça. Voilà, comme ça c'est. John, c'est victoire du Barça. Ouais, parce que là, il a fait un 100% quand même la semaine dernière, il a fait un 3 sur 3, ce qui fait qu'il est premier du classement, mais là faut qu'il continue à pronostiquer avec nous pour descendre un petit peu de niveau, parce que là c'est numéro 1, il a pris le melon. J'espère que Lorelai tu vas le dépasser, parce que là il a pris un melon énorme. Enfin bon. Vas-y Flo, vas-y. D'accord. Donc bon, on va quand même, on sait jamais s'il fait encore un 3 sur 3. Ouais, c'est vrai. Bon Lorelai. Ouais, mais c'est compliqué. Disons que mon cœur veut que le Barça gagne, et d'un autre côté, je vois mal le Bayern lâcher l'affaire. Donc est-ce qu'il faut que j'écoute mon cœur ou mon esprit? Après. Non, j'ai quand même écouté mon cœur. Hein? Tu peux pronostiquer une victoire de Barça, mais le Bayern passerait, hein. Là, on. Ouais, non, bien sûr. Mais justement, je pense qu'ils vont. Je sens qu'ils vont ils vont quand même essayer de faire un attentat, le Bayern. C'est ça ce dont je parle, mais je vais quand même écouter mon cœur et dire que le Barça va gagner sur ce match-là. Barça, d'accord. Julien, de ton côté? Alors moi personnellement je vois une victoire du Barça également. Pas que je vois pas le Bayern les contenir, mais plus que je pense qu'avec 4 buts d'avance ils vont être peut-être un petit peu moins vigilants. Mais du coup je vois une victoire assez courte quand même du Barça et bien sûr une qualification du Bayern. Et sur Twitter on a Stéphane qui lui voit un 3-0 pour le Barça. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. Ah oui, pourquoi pas, tout le monde. Il va pas avec le dos de la cuillère. Jean-Michel. Victoire du Barça, une qualification du Bayern. D'accord, donc pour le moment vous êtes tous d'accord. Ouais, très Barça, ouais. Bah moi je vais pas faire original, mais je vais dire victoire du Bayern avec 2 buts d'écart. Ah, victoire du Bayern? Oui, avec 2 buts d'écart. D'accord, donc t'es le seul à avoir une victoire du Bayern en fait. Oui, parce qu'ils vont vouloir prouver que c'était pas un accident au match aller, et il y aura beaucoup d'espace qui vont se créer au fil du match, parce que Barcelone va devoir étirer ses lignes et vraiment se porter vers l'avant pour essayer de faire son retard. Donc bien, avec les contres rapides que peut avoir le Bayern par Ribéry et Robben notamment, je vois bien le Bayern gagner 2 buts d'écart, oui. Eh ben tu sais quoi, moi je te suis également, personnellement. Comme quoi, hein, tout arrive, mais je veux une victoire du Bayern également, parce que la défense de Barça, c'est pas la sécu, donc du coup voilà, le Barça. Ce qui me conforte, Flo, c'est que Chris en fait a misé sur Barcelone, donc vu qu'il a toujours tort, vaut mieux viser l'inverse en général. Exactement. Hein. Ça, mais ça marche souvent, mais bon, il y en a beaucoup qui me suivent, ça va être un peu complexe. Bon, on verra bien. On va voir, effectivement. Le deuxième match, c'est aussi un match de Coupe d'Europe, mais c'est la Ligue Europa entre Benfica et Fenerbahçe. Il y a eu 1-0 match aller pour les Turcs. La cote, donc le Benfica est à 1,40, le nul à 3,90 et la victoire de Fenerbahçe est à 6,25. Les deux clubs sont sur une dynamique assez égale, parce que pour les deux clubs c'est 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et en Coupe d'Europe, Fenerbahçe est invaincu à l'extérieur, 5 victoires et 1 nul.
Le Benfica à domicile 5 victoires et 1 défaite, et la défaite c'était face à Barcelone, il me semble, quand ils étaient encore en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est deux équipes assez complexes, ça va être assez difficile à pronostiquer. Les membres voient une victoire du Benfica, tout comme moi d'ailleurs. Donc voilà, donc on va donner la parole aussi donc à Brahim s'il a une équipe favorite là-dessus. De Benfica ou Fenerbahçe, je le redis. Ou nul, ou match nul. Ou match nul. Brahim, il est parti. Il est plus avec nous, il a posé le téléphone. Je suis là. Si j'en avais marre de nous. Il était en train de discuter. Non, pas de nous, de toi. Benfica ou Fenerbahçe? Ou match nul. Ou match nul. Fenerbahçe. Fenerbahçe, donc une qualification du Fenerbahçe aussi. Donc. Ouais. Allez, Julien avec les tweetos, tu peux peut-être nous dire en même temps. Ouais. Moi perso, je vois plus Benfica, courte victoire aussi. Grégory sur Twitter est un peu de mon avis. Et Jordan Galtier qui nous a rejoint. J'ai un peu de mal à comprendre. Jordan. Pardon, excusez-moi, je passe un message perso à Jojo. J'ai un peu de mal à comprendre sa façon de communiquer. Il m'a marqué 1.2. Alors est-ce que ça veut dire qu'il voit le Barça et puis il dit que Benfica 1 but et Fenerbahçe 2. Moi je traduis les propos du fils Galtier. T'inquiète. Et bah voilà. Allez, vas-y Flo. Ah bah on a perdu Flo aussi. Ah, Flo il est de retour. On perd tout le monde là. Allô. Bah Flo. écoute, en attendant, je peux donner le mien. Ah bah vas-y Lolo. Ou pas. Ah. Ou pas. Et ben moi justement, puisque je crois que Brahim il a dit Fenerbahçe, bah rien pour chercher, je vais dire Benfica, voilà. Hop, victoire du Benfica. Voilà. Benfica pour l'Orenay. Allez Thomas. Ben moi je vais mettre un match nul, puisque le match nul de Fenerbahçe, le seul qu'ils ont fait c'était au tour d'avant, c'était à Rome, et jouer à la Lazio c'était loin d'être fait. Un avantage que d'un seul but à l'aller à la maison, clairement c'est un 0-0 au retour, hein. Jean-Michel tu pourras confirmer, mais ça veut rien dire, ça sert à rien. Donc moi je vois bien match nul. Ok, très bien, match nul. Florent, il est de retour avec nous? Non, il est pas de retour avec nous, c'est pas grave. Il essaye. Ah, il essaye. Il y arrivera. Allez, Jean-Michel. Match nul. Ok, très bien. Et pour ma part, moi je vais mettre le Benfica. Voilà, tout simplement, Benfica. Bon, on n'a pas retrouvé Flo. Il reviendra avec nous après. Il nous dira son pronostic. Allez, dernier match pour nous. On a perdu aussi Brahim. C'est pas grave, on va essayer de le retrouver. Lille-Toulouse. Pour toi, Lorella, Lille ou Toulouse? Alors là, ça va être le cœur encore qui va parler. Hein. Ouais, c'est pas le cœur, c'est que c'est vu le match là qui s'est passé. Bah déjà, quand tu regardes, on va dire là, le week-end qui vient de passer, où Lille se fait rattraper dans les 10 dernières minutes, c'est quand même super compliqué. Avec en cause en plus mon cher Etandra Mistilana sur deux des 3 buts. C'est compliqué. D'un autre côté, je sais qu'ils sont assez forts oui. Ouais, c'est Brahim qui nous a rejoint. Vas-y, on va finir. Voilà. Et donc non, je pense que il y a des faux pas. En tout cas, il y a eu un faux pas ce week-end par rapport à Lille, mais vu que Toulouse a fait match nul, non, je pense que Lille peut justement prouver qu'ils sont encore là, et donc je favoriserai une victoire de Lille quand même. Ok, très bien. Ok, victoire de Lille. Ouais, on est revenu sur victoire de Lille. Flo, on va faire vite fait. On va pas faire un récap de tout ce qui s'est passé. Bah, tu me donneras ça plus tard. Ouais, voilà. Brahim, on voulait savoir ton pronostic sur Lille-Toulouse. Toulouse-Lille, s'il te plaît. Toulouse-Lille, pardon. Au vu des ambitions et surtout de la contre-performance et des impératifs et des enjeux financiers, je vais dire, notamment côté de Lille, j'irai mettre une victoire de Lille avec un gros match. Voilà. Ok, très bien. Ah, bah, tu vois, on se rejoint. Ouais. Julien, ton pronostic. Il a passé 10 jours à Lille. Ouais, voilà, c'est pour ça. T'es obligé. Parce qu'elle a perdu son passeport, faut le préciser quand même. Non, arrête avec les dossiers, putain. Déjà, j'ai pas passé 10 jours, j'en ai passé 20. En 20 jours, elle a perdu son passeport. Et encore, elle a dû en perdre encore plein d'autres choses. Julien, ton pronostic sur ce Lille-Toulouse, sur Toulouse-Lille, pardon. Moi, je vois plutôt un match nul et sur Twitter, du coup, je fais le programme. Lille, il a l'air très enthousiaste pour Lille. Donc voilà. Ok, très bien. Thomas, ton pronostic sur Toulouse-Lille.
Toulouse-Lille, c'est à Lille? Non, c'est à Toulouse. Match nul. Match nul. Très bien. Jean-Michel. S'il n'y avait pas eu la semaine dernière, j'aurais dit nul, mais là, je vais dire Lille. Lille. Oh là là, oui, d'accord, ok. Et bah, Flo, je te laisse la parole. Pour ma part, les membres ont vu une victoire assez majoritairement de Lille. Personne n'a vu une victoire de Toulouse. Et pour ma part aussi, comme décidément, là, ce soir, maintenant, c'est comme Jean-Michel. S'il n'y avait pas eu le match nul de vendredi dernier, ça aurait été un match nul. Mais là, Lille est dans l'obligation de gagner. Donc, victoire de Lille pour ma part. Ok, très bien. Et pour ma part, je sais pas si je vais donner mon pronostic. Pour moi, ça sera une. En fait, on s'intéresse pas. Ah, salaud, va. Bah, ça sera une victoire de Toulouse. Voilà, je vais prendre tout le monde à contre-pied comme ça. Allez, merci pour ces pronostics, Flo. On va finir l'émission. On est déjà très en retard. Merci à Brahim. Et la dernière chose que j'ai juste à te demander, Brahim, c'est la phrase de l'invité. Il faut juste que tu répètes ça. Ah, j'espère qu'il va se planter. Ah, voilà, maintenant, t'as pas le droit de te planter parce que même Lorelai y est arrivée, donc ça va être assez complexe pour toi quand même. Non, c'est simple. C'est très simple. Écoute. Ici, Brahim Thiam. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ok, pas de problème, ça marche. La pression, c'est la pression. Calmez-vous. Ici, Brahim Thiam. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici, Brahim Thiam. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ah, c'était presque ça, bravo. Non, c'était ça. Attends, c'est bien, ouais. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Brahim. C'était un énorme plaisir de te recevoir dans cette émission. J'espère que ça t'a plu. Après, si t'as d'autres dossiers sur Lorelai, n'hésite pas, hein. On t'enverra bientôt son clip. On t'enverra bientôt son clip, en privé. Oui, y a pas de souci. Le clip a été partagé. Ah, déjà. Et y a pas de dossier sur Lorelai, même si il paraît qu'elle est très fortement intéressé par Boudère, mais voilà. Enfoiré. Ah, Boudère. Boudère qu'on embrasse au passage. On l'aime beaucoup, voilà. Boudère. Elle kiffe Boudère. Écoute, Julia, si tu peux juste se remarquer sur Twitter, tu kiffes Boudère, voilà, c'est tout. Bah écoute, c'est ta choix, on l'adore aussi. Écoute, ce sera avec plaisir. Ça, c'est fait. Après le fameux patoche de Cyril Hanouna, le fameux Boudère de Lorelai. Ouais, voilà, c'est ça. Chacun son dossier maintenant, Allez, merci à vous tous, chers chroniqueurs, Thomas, Jean-Michel Badiane, Julien, Florent et Lorelai. Merci encore à Brahim qui était notre invité de ce soir. Merci à vous tous, chers tweetos, merci à vous tous, chers auditeurs. Bien sûr, on se retrouve mardi prochain, 20h, avec qui, Lorelai, tu peux nous le dire ou pas? Eh bien, avec notre cher et tendre Kevin Gomis, joueur à l'OGC Nice. Ah bah voilà. Donc rendez-vous mardi prochain 20h. Merci à vous tous et puis on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. On se quitte sur quoi? Allez, on se quitte sur un Melbent, je pense que ça peut le faire. Voilà, c'est ça. Allez, à mardi prochain. Ciao. Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delonzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Julie. Ici Larson Touré. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Michauclin. Mathieu Sassoli. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle foot. Et je l'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.